Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h35. Allez, parlons de ce projet de loi immigration et de l'un des articles. Il s'agit de l'AME, l'aide médicale d'État. Alors, le projet de loi est encore en discussion au Sénat. Il y aura un vote solennel au Sénat mardi, mais l'article concernant l'AME, l'AME a été supprimé dans le vote du Sénat. Cette mouture du Sénat, finalement, le Sénat réécrit la loi. Nous verrons ce que ça donnera à l'Assemblée nationale. Bien, avec nous pour parler de l'AME, Pierre-Henri, qui est président de France Fraternité, ancien directeur général de l'association France Terre d'Asile. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Arnaud Murgia, qui est maire de Briançon, dans les Hautes-Alpes, membre du parti politique régional CAP, le parti dirigé par Renaud Muselier, président de la région Sud, Alpes. Divers droite, ça ira bien. Divers droite, bon d'accord. Bon, Arnaud Murgia, d'accord. Alors, cette AME, je le disais, l'AME supprimée par le Sénat. Je le disais aussi, j'avais Bérangère Couillard comme invité ce matin, qui est ministre, entre autres, de la lutte contre les discriminations, et qui nous disait non, l'AME ne sera pas supprimée. Bon, est-ce qu'il faut supprimer l'AME, oui ou non? Je vais commencer avec Pierre-Henri. Écoutez, d'abord, je voudrais... Remplacé par l'AME, une aide médicale d'urgence. Oui, mais je voudrais d'abord rappeler aux auditeurs ce qu'est l'AME. Oui. L'aide médicale d'État est totalement copiée sur la CMU, la couverture médicale universelle, et est destinée à des personnes qui n'ont pas de ressources. Et en ce qui concerne les étrangers, il y a une condition de résidence minimale de 3 mois sur le territoire. En réalité, l'AME offre une possibilité de prévention des maladies pour ces personnes qui sont souvent dans une situation de grande précarité. Supprimer l'AME, aujourd'hui, ça veut dire immanquablement diriger un certain nombre de flux supplémentaires vers les urgences qui sont des hôpitaux qui sont déjà sursaturés. Je précise également que l'aide médicale d'État, aujourd'hui, c'est moins de 1% du budget de la... 1,140 milliard sur un budget de 350 milliards. Voilà, c'est 0,49%. Et puis, j'ajoute un autre élément, c'est que la moitié des bénéficiaires de l'aide médicale d'État, en réalité, ne réclament pas, ne vont pas chercher leurs droits. Supprimer l'aide médicale d'État, c'est mettre aujourd'hui l'ensemble de la population française dans une situation de difficulté. C'est une position qui est d'ailleurs rappelé par le corps médical en disant mais attendez, les virus, les maladies contagieuses, on leur demande pas leurs papiers à la frontière. Donc pouvoir soigner, prévenir un certain nombre de maladies, c'est protéger l'ensemble de la population, et c'est une mesure de santé publique. La supprimer, c'est une aberration. Alors, réponse d'Arnaud Murgia, faut-il la supprimer, la remplacer par une aide médicale d'urgence? Déjà, moi, je voudrais rappeler que l'immigration, comme toute autre chose, c'est un sujet sérieux, et que malheureusement, souvent, ces sujets-là sont traités avec symbole et affect. Et j'entends bien la teneur du débat actuel qui parfois est un peu caricatural. Et donc, comme on veut donner des gages, on dit il faut absolument supprimer l'AME. Je ne suis pas intimement persuadé que ce soit l'un des plus grands vecteurs de migration en France. Oui. Je crois qu'il faut avoir ce débat-là de manière sérieuse. Moi, je suis un fervent défenseur de l'idée que notre pays soit souverain, qu'on puisse lutter contre l'immigration irrégulière. Entre vous et moi, je ne suis pas sûr que ce soit le débat majeur. Et surtout, moi, j'appelle les parlementaires à avoir un regard très concret sur ce sujet. Moi, je suis maire, j'ai des gens qui se viennent dans ma ville. Qu'est-ce qu'on fait si on peut pas les amener à l'hôpital parce qu'ils sont malades? Enfin, je crois qu'il faut être très sérieux. Donc, pourquoi pas l'idée d'aménager, de réformer et de rendre le système un peu plus efficace, mais ne tombons pas dans des caricatures consistant à expliquer aux Français que si on supprime l'AME, il y aura plus d'immigration illégale et irrégulière, parce que la réalité est que c'est faux. La réalité est fausse. D'abord, je voudrais quand même vous demander que fait l'AME dans ce texte, d'ailleurs, de ce projet de loi immigration? Est-ce que c'est sa place?
Mais ça a fait partie, en réalité, d'une immense préparation idéologique. Enfin, Jean-Jacques Bourdin, ça fait plus d'un an que l'on parle de ce projet de loi qui a été maintes fois repoussé pour différentes raisons et pour notamment des raisons politiciennes. Y a-t-il une majorité qui va se dégager pour voter ce texte? Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu toute une série de clichés, de fausses informations sur lesquelles se base aujourd'hui le projet de loi. Dire que l'AME coûte cher aujourd'hui à la nation, c'est une idée fausse. Mais comme est fausse l'idée, par exemple, de la submersion migratoire, comme est un cliché la question de l'appel d'air. Nous pouvons évidemment discuter de chacun de ces termes. Donc moi je ne suis pas surpris, nous sommes dans une posture totale. En gros, au Sénat, avec une droite qui s'est zémorisée, on vote tout. On vote contre toutes les mesures qui sont aujourd'hui dans le projet de loi. Regardez, on supprime les APL, on met une condition de résidence de 5 ans dorénavant pour accéder aux allocations familiales pour des gens qui sont en situation régulière. C'est un véritable festival. Et du coup, à l'Assemblée nationale, Gérald Darmanin et la majorité présidentielle vont pouvoir essayer d'apparaître comme une force centrale, parce que toutes ces mesures, ou en tout cas une bonne partie de ces mesures, seront remises en cause. Il en restera évidemment... Oui, mais mais Pierre-Henri, je comprends très bien ce que vous voulez dire. Pour vous, tout ça est très politique et c'est un jeu politique. Mais puisque vous avez évoqué l'histoire des allocations familiales, c'est-à-dire qu'un étranger, je résume, un étranger en situation régulière qui est installé en France, on est bien d'accord, n'aura pas droit, même s'il travaille, Pierre-Henri, absolument, n'aura pas droit à des allocations familiales avant 5 ans de résidence. Non mais c'est logique ou pas? Pardonnez-moi. Je crois qu'il faut qu'on revienne au cœur du débat, si vous me le permettez. Allez-y. Déjà, on n'est pas sur la périphérie. Je crois un peu, parce que j'avais pas trop de doute sur le fait qu'on soit pas d'accord. Ça aurait attendu la deuxième question, c'est déjà une bonne chose, mais disons-nous tout de même les choses très concrètement. Bien sûr qu'il faut légiférer. La société a changé, et je crois que personne ne peut nier, sûrement pas les Français, qu'on vit une crise migratoire sans précédent. Juste un chiffre, dans mon département, qui est un petit département de montagne, le fameux sujet des mineurs non accompagnés, la protection des mineurs étrangers. Je crois qu'en 2015, quand j'ai été élu au département la première fois, on en hébergeait 25 par an. Aujourd'hui, à la fin du mois d'octobre, on est à plus de 1300. Donc vous voyez bien que dans un département comme le mien et partout en France, on est face à un sujet... Vous êtes dans une situation frontalière. J'entends bien que... Briançon, il me semble, est un point de jonction avec l'Italie. Tout à fait, ça m'a pas échappé. Et donc ça vous a pas échappé que... J'entends bien que vous vouliez pas employer le terme de submersion et que vous fassiez immédiatement le lien avec Zemmour pour qualifier toute personne qui globalement serait pas d'accord avec ces idées-là. Moi je crois qu'il faut être tout simplement pragmatique. On vit une crise, elle est sans précédent. Et donc je crois qu'il faut l'affronter. Le cœur du sujet, quel est-il? Il est à un moment d'être capable d'accueillir correctement les personnes qui sont dans une situation régulière, qui demandent l'asile. La France est un pays généreux. Sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce que j'observe chez moi? D'une part, il y a beaucoup de personnes qui arrivent qui ne veulent pas l'asile. Ils veulent aller le plus vite possible à Calais pour passer en Angleterre. Deuxième chose, nous avons un problème de solidarité européenne fondamentale, puisque on peut quand même se poser quelques questions de bon sens. Je suis à 12 km de la frontière franco-italienne. Finalement, il n'y a que l'État français qui observe un contrôle. C'est-à-dire que les Italiens observent des contrôles à leurs frontières à eux. Les Français, c'est un sujet qu'il faut qu'on règle à 27 à un moment. La France ne peut pas être seule. Comment ça se passe à la frontière franco-italienne aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a des renforts substantiels qui ont été mis en place par le ministre de l'Intérieur à la frontière, qui permettent d'avoir un contrôle beaucoup plus important, parce que il faut s'imaginer qu'à la moitié du mois d'août, on avait parfois jusqu'à 200, 250, 300 personnes en situation irrégulière qui passaient la frontière. 2000 personnes sont arrivées au mois d'août à Briançon. 2000 personnes. Alors, vous me parlez de contrôle frontalier. Oui, bien entendu. Indispensable, Pierre-Henri. Mais alors, indispensable, ça dépend où on les met. Parce que vous bloquez la frontière à Menton.
Oui. Très bien. Les gens vont tout simplement remonter par le GR52, par le GR5, du côté de Briançon. Et donc, monsieur le maire de Briançon, de ce point de vue, n'a pas beaucoup de levier pour agir sur Par cette contre, question. il a une responsabilité, c'est tout de même de dire donc, que les réseaux de passeurs qui envoient des gens à 2500 mètres d'altitude dans la neige, avec les accidents mortels qu'on a connus, sont des vendeurs de morts. Voilà. Mais attendez, et qu'il faut moi, je s'opposer lutte par contre tous les les moyens. passeurs. Mais tant mieux. Mais il faut absolument que nous nous opposions fondamentalement, parce que les personnes qui se mettent dans ces difficultés-là, on doit s'opposer fondamentalement à ce stade, ils passent de l'Italie à la France. Il vaut mieux qu'à un moment, ces personnes-là sont en sécurité à Turin, qu'ils puissent faire leur demande d'asile, qu'on ait une gestion européenne, et que celles et ceux qui y sont éligibles puissent être accueillis dignement. Avec des centres d'hébergement ou de rétention, ça dépend le mot. Mais M. Bourdin, c'est l'un des sujets. On a un dispositif national d'asile en France qui est saturé, et l'hébergement d'urgence l'est aussi. On voit bien donc que le sujet reste de lutter contre la migration irrégulière. Attendez, Pierre-Henri, vous allez prendre la parole, mais il est 9h45, je vais observer une petite pause. À tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Pierre-Henri, président de France Fraternité, Arnaud Murgia, maire de Briançon, sont avec nous tous les deux. Alors, vous parliez de 2000 migrants arrivés à Briançon au mois d'août. Bon, ces 2000 migrants, imaginons que parmi ces 2000 migrants, il y ait, je sais pas, des femmes enceintes, ou il y ait des migrants contagieux, malades et contagieux. Bon, vous allez les accueillir à l'hôpital, j'imagine, les hospitaliser, Pierre Murgia. Arnaud Murgia et Pierre-Henri. Non, mais encore heureux, bien entendu, d'une part parce que c'est l'honneur de la France, et parce que c'est un sujet de dignité, bien entendu. D'ailleurs, c'est déjà arrivé, malheureusement, et de nombreuses fois. Mais c'est une évidence. Vous imaginez un médecin ne pas recevoir quelqu'un dans la difficulté. C'est pour ça que je vous disais que, même si je suis tout à fait favorable à ce projet de loi, parce que j'estime qu'il est fondamentalement nécessaire, je le redis. Vous êtes favorable à quel projet de loi ? Le projet de loi de Gérald Darmanin. Celui du Sénat, si celui qu'on ne connaît pas encore. Ne vous plaignez pas sans cesse qu'il y ait du débat. Alors, j'entends bien qu'il y ait une majorité relative, mais on aurait été, il y a quelques années, il y aurait une majorité absolue, vous seriez en train de crier au déni de démocratie en disant le gouvernement fait ce qu'il veut, il vote tout avec sa majorité. Bon, il y a une majorité relative, il y a un débat. Tant mieux. Tant mieux, pas sans plaindre. Moi, je suis pour le débat sur l'immigration, mais j'appelle les hommes politiques à un petit peu plus de modestie. Parce que, voyez-vous, quel levier avez-vous quand, par exemple, le Pakistan décide d'expulser 1 700 000 Afghans, quand l'Iran se sert... Pardonnez-moi, c'est un levier de souveraineté, enfin tout de même. Moi, mais le levier de souveraineté, à quel niveau ça fait... Si vous parlez de souveraineté européenne... Oui, mais Pierre-Henri, revenons à ces migrants donc, qui arrivent à Briançon, qui sont pris en charge s'ils sont malades, c'est évident. Certains meurent. Bien sûr, en traversant les Alpes. Il y a eu des accidents terribles. C'est bien pour ça que j'ai dit que les réseaux de passeurs sont des vendeurs de morts. Il y a encore un mort à côté de Briançon. Ces migrants ne restent pas à Briançon. Non. Arnaud Murgia. Non. Ils n'ont qu'une envie. Là, vous êtes d'accord, c'est filer vers Paris, par exemple. Paris, Calais, le Royaume-Uni, principalement. Non, alors, le Royaume-Uni, ça, c'est un élément qui n'est pas forcément documenté. Ce qu'ils cherchent, c'est a priori à se protéger en retrouvant des gens de leur propre communauté, parce que, évidemment... Regroupement communautaire. Et comme il n'y a pas suffisamment de place aujourd'hui, très souvent, ils vont... faire ces regroupements communautaires dans la rue. Et la rue, c'est une école de la Chapelle à Paris. Mais c'est bien, parce que nous venons de cibler le cœur du problème. C'est que nous avons un dispositif national d'asile qui est aujourd'hui plein, qui déborde. C'est la même chose pour l'hébergement d'urgence. Et donc, ça veut bien dire que nous devons être en mesure de nous redonner des capacités de souveraineté, c'est-à-dire de choisir qui rentre chez nous et qui ne rentre pas. C'est bien le sujet fondamental. Formidable. Je suis d'accord avec vous. Mais alors, je vais vous poser une question. Vous parlez d'hébergement d'urgence. Il y a 200 000 places d'hébergement d'urgence dans ce pays. Il y en a 120 000 qui sont aujourd'hui occupées par des gens qui sont en situation irrégulière, mais qui sont présents sur le sol français avec leurs enfants depuis au moins 5 ans. Le projet de loi, en l'occurrence,
prévoyait tout simplement de pouvoir en régulariser un certain nombre en leur permettant d'aller travailler dans les métiers en tension. Le Sénat vient de supprimer cela. C'est totalement aberrant parce que la main gauche de l'État prend en charge ces personnes dans l'hébergement d'urgence et la main droite de l'État dit « je ne veux pas les voir, écoutez, je ne veux pas les régulariser ». Ça, c'est un problème. On vient d'assister au dévoilement du soutien de notre collègue au ministre de l'Intérieur, parce que la réalité, c'est que Gérald Darmanin, là-dessus, il a raison. Il a raison. Moi, il y a encore 2 jours, j'ai un restaurateur dans ma ville qui m'a demandé si je pouvais intervenir auprès du préfet pour une régularisation de son cuisinier, qui est depuis 2017. Qui a franchi la frontière et qui est arrivé à Moyençon. Donc, bien sûr qu'il y a cette là. La réalité... Vous êtes sur la régularisation d'un certain nombre de personnes. Moi, je suis pour que les gens travaillent. Eh ben, moi aussi, oui, si ce n'est qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas régulariser des personnes qui sont sans papier si vous n'êtes pas capable de contrôler, de réguler les personnes qui rentrent sur notre territoire. Donc l'enjeu fondamental, c'est sommes-nous capables d'avoir, parce que j'entends bien, c'est-à-dire que vous, avec votre main gauche, vous me dites ça, mais avec votre main droite, vous me dites, mon Dieu, c'est terrible, il y a une militarisation de la frontière, vous envoyez des gendarmes partout, c'est terrible. Non, il faut qu'on puisse contrôler nos frontières. Je vous parle des personnes qui sont sur le territoire. Mais parce que... des 500 000 personnes. Il faut maîtriser le flux migratoire. Mais l'un ne peut aller qu'avec l'autre. Mais au bon niveau. Mais l'un ne peut aller qu'avec l'autre. C'est le niveau européen. Nous n'y arriverons pas. État par État. Il n'y a pas de réponse nationale efficace aujourd'hui. Il y a une réponse de souveraineté européenne. Et en réalité, je ne vous rejoins qu'à moitié. 8 pays européens accueillent 70% des flux. Je ne vous rejoins qu'à moitié. C'est au niveau de ces 8 pays européens qu'il nous faut agir. Je ne vous rejoins qu'à moitié. Ceux qui disent que la solution est déjà un ceux qui disent que la situation et la réponse ne peut être que franco-française, ils mentent aux gens, inévitablement. Ça, c'était certain. Et à 12 km de l'Italie, je peux vous dire que je m'en rends compte, parce que vous imaginez bien que les autorités italiennes regardent d'un œil, j'imagine parfois malin, le flux migratoire partir vers la France. Et on voit bien, soyons des gens concrets et regardons ce qui s'est passé. Il n'y a pas que l'Italie et la France qui ont vécu des crises migratoires de cette ampleur. Il y a eu l'Espagne, il y a eu la Pologne. Oui. Ça veut dire qu'il faut que ce soit une gestion de crise à 27. On ne peut pas gérer ce sujet en disant regardez ce qui se passe en Italie, et puis on laisse passer, puis après les Français se débrouillent, et puis on regarde tout cela. Bon. Donc, mais pour autant, ça n'empêche pas que nous devons avoir absolument un débat national. Moi, soyons très, très, très sérieux. Moi, si au mois d'août, le ministre de l'Intérieur ne prend pas les décisions qu'il a prises, consistant à un moment à dire j'envoie plus de 100 renforts de fonctionnaires et de militaires à la frontière pour qu'on soit en mesure de... Et comment voulez-vous qu'une ville de 12 000 habitants comme la mienne puisse assumer et gérer dignement le passage de plus de 200 à 250 personnes tous les jours? Est-ce qu'il y a beaucoup moins de passages? Évidemment, quand on contrôle, ça fonctionne. Mais vous êtes dans la fatalité. Parce qu'ailleurs, non, je sais pas. Mais non, c'est pas vrai. Ils sont reconduits à la frontière. J'entends bien que c'est pas le système idéal. Il n'y a pas de réponse parfaite. S'il y avait des baguettes magiques, on le saurait. Bon, il n'y a pas de réponse parfaite. Si la réponse est de dire, il faut enlever tous les contrôles, il faut intégrer tous les gens, il faut régulariser tout le monde, on va se mettre dans une situation qui sera absolument insoutenable et dont les Français ne veulent pas. Je n'ai jamais dit qu'il fallait supprimer tous les contrôles. Je vous dis simplement comme vous avez beaucoup d'amis qui le disent, c'est pour ça que je me permets de l'avancer. Mais oui, mais je vous dis que la remise des migrants à la police italienne dans un jeu de ping-pong n'a aucune efficacité. Parce que le lendemain, ces mêmes migrants vont tenter de nouveau le passage. Vous connaissez bien votre région. Vous partez du col de Montgenèvre et vous allez vers Turin. Et là, vous voyez d'où l'idée que le législateur donne à l'État le pouvoir de reconduire et d'expulser. Bon, merci messieurs, je suis désolé, je mets un terme à ce débat qui est passionnant, ça pourrait durer des heures, comme tous les matins d'ailleurs. Et merci d'être venus nous voir, Pierre-Henri et Arnaud Murgia, merci. Il est quelle heure? Il est 9h57. Allez, nous allons, après les informations, Valérie Expert et Gilles Gansman recevront Antoine de Maximi. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.